Bonjour à tous, dans quelques jours ce sera le deuxième tour des élections municipales à La Rochelle, le 28 juin, une date qui rentrera dans l'histoire. Qui de Jean-François Fontaine, Olivier Falorni ou Jean-Marc Soubeste deviendra le futur maire de La Rochelle pour les 6 prochaines années? Le suspense est total, intégral, des enjeux majeurs, stressants, épuisants pour d'autres. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de l'opposant de Jean-François Fontaine, Olivier Falorni, celui qui fut son ami politique et qui a décidé de prendre sa liberté et de candidater au poste de maire contre Jean-François Fontaine. La rencontre avec Olivier Falorni s'est déroulée, comme avec tous les autres candidats d'ailleurs, dans les rues et quartiers de La Rochelle. C'est un reportage de Na-Radio Na-Média, Sébastien Saint-Cric, Corentin L'Innocent, Clémence Maurine-Fegnoux, Victor Pérez-Boucheron, Paul-Émile Ferrier, Benjamin Ramagé et Rémi Savary. Olivier, nous sommes devant cette grande cheminée. De quoi s'agit-il? Pourquoi avoir choisi ce lieu? Parce que c'est le berceau de mon histoire familiale. Et puis c'est aussi, j'allais dire, une partie importante de notre patrimoine historique. On parle beaucoup des tours de La Rochelle, mais le patrimoine historique de notre ville, c'est aussi ce témoignage qui est resté, je m'en réjouis, de cette cheminée qui était celle de la filature créée au tout début du XXe siècle. Et puis parce que c'est aussi mon histoire familiale. Mes arrière-grands-parents ont fui l'Italie fasciste. Ils sont venus s'installer à La Rochelle. Ils ont d'abord été domestiques dans des grandes familles bourgeoises de La Rochelle. Et puis ensuite, ils ont travaillé l'un comme l'autre à la filature de la Palisse. Et ils résidaient juste à côté dans une petite cité ouvrière que je pense nous allons voir dans un instant, qui est une sorte de... C'était un peu les corons de La Rochelle, petite cité ouvrière je crois, de 42 maisons. Et voilà, c'était tous les jours leur chemin de cette filature qui malheureusement... aujourd'hui n'existe plus. C'est l'histoire qui veut ça, mais qui représente une partie de l'histoire ouvrière de La Rochelle. Parce que La Rochelle, c'est aujourd'hui l'économie tertiaire, c'est le tourisme, c'est le nautisme. Et puis, c'est aussi notre patrimoine. Alors, on va partir en direction de cette cité. C'est quoi cette cité? Où est-ce que vous nous amenez? Alors en fait, c'est la cité Migeon, du nom d'un des fondateurs de l'usine. Et en fait, à l'époque, au début du XXe siècle, c'était la grande tradition dans le Nord. D'ailleurs, je crois que les propriétaires de cette filature étaient originaires de là-bas. Ils logeaient leurs ouvriers à proximité. Donc ce sont des petites maisons ouvrières qui constituent là aussi le patrimoine de notre ville. L'identité de ce quartier de la Palisse, qui est un beau quartier, alors qui a évolué, hein, on voit bien, c'est un supermarché qui a pris la place de la filature, c'est le sens de l'histoire, mais je suis vraiment, vous le comprenez bien, attaché à titre personnel à ce site, parce que c'est ici que mes arrière-grands-parents ont travaillé durement, parce que travailler à la filature, ça n'était pas facile. Et puis, quand ils sont arrivés en France, l'accueil n'a pas forcément été évident. Et puis surtout, il a fallu se battre, il a fallu gagner sa vie. Et moi, je n'oublie jamais d'où je viens. Et voilà, je trouve que c'est un lieu qui respire la vie ouvrière de ces Rochelaises et de ces Rochelais qui ont fait ce chemin tous les jours. Voilà, c'est un lieu pour moi d'émotion. Pourquoi ont-ils fait le choix de La Rochelle plutôt qu'une autre ville, Bordeaux, Nantes? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne leur ai jamais posé la question. J'étais probablement trop jeune pour entrer dans ces détails. On n'a jamais évoqué la raison qui les a amenés à La Rochelle. Ils ont un sujet tabou. Non. Ce qui était tabou, c'est de parler italien.
on était dans une période où on parlait non pas d'intégration mais d'assimilation. C'est-à-dire que, en tout cas dans ma famille, qui était italienne, on voulait être, j'allais dire presque plus français que les Français. C'est-à-dire que je n'ai jamais entendu mes arrière-grands-parents et même mon grand-père qui parlait un petit peu italien, hein, qui est parti évidemment très très jeune lui, et qui est devenu instituteur. Je n'ai jamais entendu parler italien à la maison. Alors je le comprends, parce que c'était vraiment la volonté de s'intégrer et même de s'assimiler. Mais c'est aussi un regret de ma part, parce que il y a une part de cette culture qui a été sciemment, non pas abandonnée, mais mise de côté pour s'intégrer dans un pays qui les a accueillis. On sent beaucoup d'émotion dans vos propos, dans le fait de nous relater ça. On connaît finalement assez peu l'histoire qui se cache derrière les hommes politiques, d'où le motif d'ailleurs de ce type de reportage. Olivier, vous disiez que vous n'aviez rien gardé de l'Italie. Je présume que à l'époque, vous n'étiez pas forcément des plus aisés. Vous aviez des moyens ? Alors, mes arrière-grands-parents n'avaient pas beaucoup de moyens, vous savez. Ils ont été domestiques, ils ont été ouvriers dans une filature. Ils se sont battus pour évidemment l'amélioration de leurs conditions de travail. Honnêtement, c'était pas la grande richesse. Après, moi, je ne vais pas vous la faire germinale, hein. J'ai vécu dans de bonnes conditions. Mon père était instituteur, ma mère employée de bureau. Voilà, j'allais dire, l'ascenseur social républicain a fonctionné. Et j'allais dire, le plus beau témoignage de cela, c'est quand mon grand-père, Gino, a été admis à l'école normale et est devenu instituteur. Vous vous rendez compte, pour une famille venue d'Italie, devenir instituteur de la République, un hussard noir comme on disait. Eh bien, c'était pour notre famille, bien un symbole très réussi de l'ascenseur social et de la méritocratie républicaine. Alors, faut qu'on tourne ici pour rejoindre la petite cité où ils habitaient. Qu'est-ce que ça vous évoque de revenir sur le lieu de vos grands-parents, comme ça, de vos parents, vous savez, une pointe d'émotion? Ouais, c'est une pointe d'émotion parce que je viens quasiment tous les dimanches matins au marché de la Palisse, et puis finalement je m'aperçois que je viens très rarement à côté, à quelques mètres dans cette cité Mijon qui est un petit peu enclavée. Voilà, parce que la vie est comme ça, mais c'est une occasion de revenir, non pas en pèlerinage, mais de revenir dans un lieu que j'ai connu vraiment tout petit. J'ai quelques bribes de souvenirs sur un petit vélo à 4 roues dans une des petites ruelles que vous allez voir dans un instant. Voilà, ce sont vraiment des souvenirs lointains, mais c'est surtout voilà le berceau, non pas de mon enfance, parce que mon enfance elle a eu lieu à Mireuil, on y sera tout à l'heure, mais voilà, le berceau de mon identité familiale. Voilà, faut qu'on prenne... On va rentrer dans cette petite impasse alors. On prenne à droite. Voilà, donc vous voyez, on est rue Mijon, hein, rue Mijon, et vous avez donc un alignement de maisons ouvrières, hein, qui ont été rénovées. Voilà, c'était un alignement de cité, et à chaque fois, il y avait pour chaque ouvrier un petit jardin. On peut peut-être oui, bien sûr, y voir. Donc ça a été construit sur le même schéma, vous voyez. Et je me souviens, là pour le coup, un de mes souvenirs de
vraiment d'enfant, c'est d'être sur un tout petit vélo à rouler de long en large sur ce petit trottoir. Et depuis, le petit olivier est devenu grand. Et les jardins ouvriers qui étaient à côté, ce qui permettait à tous les ouvriers qui travaillaient dans cette filature de pouvoir cultiver leur jardin et de pouvoir manger leurs légumes. Voilà. C'est un très beau lieu. Surtout très original, hein, cette architecture. Ce sont vraiment c'est le modèle des cités ouvrières du début du XXe siècle, ce qui à l'époque vraiment était quand même une avancée sociale, hein, parce que il y avait des conditions sanitaires qui étaient bien meilleures que ce que pouvaient connaître certains ouvriers dans notre pays. Et c'est vrai que la création de cette cité ouvrière a permis de pouvoir bénéficier de sanitaires, de conditions d'hygiène bien meilleures. Et puis il y avait une âme. Voilà, il y avait une âme. C'est-à-dire que les ouvriers de cette filature vivaient ensemble. Il y avait un vrai esprit de famille. Il y avait une âme. C'était un petit village dans le village. C'était tout à fait un petit village dans le village. Vous regrettez l'évolution de cette ville de La Rochelle ? Je vous sens nostalgique du passé, mais on peut plus comparer ? Non, on peut plus. Donc vous voyez, après, du numéro 30 au numéro 42, à chaque fois, il y a une allée et toujours des petits jardins. Voilà. Nostalgique, non, parce que vous savez, une ville, elle évolue, et tant mieux. Mais il y a forcément une part de nostalgie, parce que on a en mémoire son enfance, et on est quelque part toujours un peu nostalgique de son enfance. Nostalgique aussi de ceux qu'on a aimés, c'est de mes arrière-grands-parents, de mon grand-père qui est parti. J'ai la chance encore d'avoir mes deux grands-mères, mais on est forcément nostalgique de ces moments d'enfance et ces moments de bonheur. Mais après, la ville, elle bouge, sans rentrer trop dans la politique. Aujourd'hui, je l'ai dit, ce que je regrette, c'est que La Rochelle devienne de plus en plus un archipel social. C'est-à-dire que les quartiers de la ville, finalement, ne se comprennent plus, ne se parlent plus, en tout cas moins. Et moi, ce que j'ai envie, c'est que La Rochelle redevienne une communauté de destin. Et c'est vrai que ici, c'était une petite communauté de destin. Nous continuons de parcourir votre histoire de vie, de famille, et nous sommes où ici ? Alors nous sommes à Mireuil, dans cet immeuble, le Lincoln, où finalement j'ai passé mon enfance, ma jeunesse, où j'ai grandi à tous les sens du terme, au propre comme au figuré. Voilà, c'est un lieu où j'ai beaucoup de souvenirs et qui là aussi est un lieu pour moi très fort, très symbolique. C'est un immeuble qui a une vraie identité, une vraie particularité, parce qu'il a été conçu par un architecte bien connu, Le Corbusier. Et c'est vrai que à l'intérieur, il n'est pas fait comme les autres. Et puis moi, je garde effectivement des souvenirs, les souvenirs de gamin, avec les bêtises de gamin, C'était quel type de bêtises ? Les après-midi entre copains. Bon, rien de bien méchant. Casser une vitre avec un ballon. Oui, voilà, par accident. Et puis, c'est le souvenir de la vie avec mes parents. Quel type d'enfant vous étiez ? Vous étiez turbulent ? Non. J'étais un garçon calme. Non, pas du tout turbulent. Je pense que j'ai pas fait le désespoir de mes parents. Ils ont pas trop. Je pense que je n'ai jamais reçu de claque de ma vie. Bon élève ? Oui, plutôt bon élève. L'idée de faire de la politique vous est venue d'où ? C'est devenu une passion ? Vous vous y êtes intéressé très jeune ?
Alors, c'est vrai, j'ai tout de suite été intéressé par l'actualité. Et justement, dans cet appartement, mon père me disait, alors mon père était un 68ard. Voilà, il est né en 1950, il avait 18 ans en 1968, ma mère aussi. Et donc mes parents étaient des 68ards. Et à la maison, on lisait Libération. Et en fait, j'ai appris à lire en lisant Libération. Et en fait, tout gamin, je lisais le journal et je m'intéressais à l'actualité. Et je regardais aussi très, très fréquemment le journal de 20h en étant là aussi vraiment très gamin. Je crois qu'à 4-5 ans, je me passionnais du 20h de Roger Gicquel. Vous voyez, bon, c'était la France a peur, c'était pas forcément ce qui correspondait. Alors mes convictions de politique de l'époque, j'en avais pas. Mais en tout cas, j'étais passionné par l'actualité. Ensuite, vous êtes journaliste. Oui, c'était d'ailleurs ce que j'envisageais de faire au départ. Et puis la passion de l'histoire est venue. C'est venu au fil du temps, au fil de la scolarité. Parce que vous savez, c'est souvent une vie, elle est le fruit de rencontres. Et je me suis notamment passionné pour l'histoire de la vie politique française. Et puis à un moment, étant devenu moi-même professeur d'histoire, j'ai eu envie non pas simplement d'être spectateur, d'être commentateur, finalement de transmettre l'histoire, mais d'y participer, alors bien modestement, mais de participer finalement à la vie politique, et puis finalement de me retrouver à l'Assemblée nationale. Vous imaginiez être député un jour ? Vous savez, là on emprunte le chemin, vraiment, ça c'est le chemin de mon enfance. Du Lincoln au centre commercial Louis Guillet. J'allais au centre commercial parce que c'était finalement ma mission de gamin, aller acheter le pain. Et puis c'était aussi le chemin du stade Le Parco. J'allais voir les matchs de l'équipe de l'Entente sportive rochelaise. J'étais plus attiré par le rugby parce que mon grand-père m'y a amené très jeune, mais j'étais aussi évidemment intéressé par le football, et c'était le chemin qui menait au stade Le Parco qui est juste à côté. Et l'Italie et le football ? L'Italie et le football. Mais oui, mais vous savez, en fait, vraiment, et ça, vous l'avez compris, c'est un peu mon regret, c'est que à la fois j'ai deux prénoms, Olivier et Gino, mais la culture italienne ne m'a pas été transmise. Mais alors pas du tout. Parce qu'il y a eu une forme de tabou, de refus par cette volonté d'assimilation à tout prix. Vous savez, ça n'a pas toujours été facile pour mes arrières et pour mes grands-parents, enfin mon grand-père, parce que c'était un grand joueur de basket, et puis sur les bords de terrain, on le traitait de macaroni, sale rital. Voilà, c'était ça aussi, la réalité de la société de l'époque. Les Italiens, d'ailleurs, l'histoire l'a montré à certains endroits. Je pense notamment à ce qui s'est passé à Aigues-Mortes à la fin au XXe siècle. On tuait des Italiens. Parce que ils étaient un peu à l'époque les immigrés qui venaient prendre le travail des Français. Donc il y a eu toute cette période-là pas forcément facile. Et voilà, ma famille a voulu être extrêmement intégrée dans ce pays, dans cette ville. Et du coup, voilà, je peux pas dire que même si j'ai peut-être en moi quelques gènes italien, cette culture-là ne m'a pas été transmise, et d'ailleurs je ne parle pas un mot d'italien ou quelques mots, et d'ailleurs c'est un de mes regrets. Quel imbécile j'ai été de ne pas prendre italien comme deuxième ou troisième langue vivante. J'aurais vraiment dû, mais voilà, on passe à côté parfois de choix. Peut-être qu'un jour, quand je serai, j'espère le plus longtemps possible à la retraite, je me mettrai à apprendre l'italien. Vous avez le temps surtout. 48 ans, c'est votre âge. 48 ans depuis pas longtemps. Alors vous savez, je suis né le 27 mars. Et le deuxième tour,
était prévu initialement le 22 mars. Donc j'aurais pu être élu à 47 ans. Je ne sais pas si je serai élu à 48. Et le conseil municipal d'installation du maire était prévu, je crois, le 27 mars. Bon, voilà. Alors on va dire, c'est un acte manqué, j'espère, provisoirement manqué. Au final, vous êtes le plus Rochelais de tous les candidats, des deux autres candidats, de Jean-Marc Soubest et de Jean-François Fontaine. Vous considérez ainsi ? Non. Votre histoire le prouve, en tout cas. Tous ceux qui habitent La Rochelle sont des Rochelais. Voilà. Il n'y a pas des plus Rochelais, des moins Rochelais. Par contre, ce qui est certain, c'est que voilà, je suis ancré dans cette ville. J'y ai toujours vécu. Quand j'avais 3 ans, je me baladais exactement à l'endroit où on est. Donc voilà, j'ai La Rochelle au cœur pour toujours et à jamais, c'est clair. Je connais cette ville, j'en ai vu l'évolution. Je crois que c'est important quand on aspire à être maire de La Rochelle. On a aussi une vision, je crois, de cette ville. On peut en mesurer l'évolution en bien ou en mal. Donc je pense que c'est un atout fort, vraiment, d'être ancré sur le territoire. Après, voilà, c'est pas un argument en soi. Je veux dire, quelqu'un qui vit à La Rochelle depuis 2 ans, eh bien, il est Rochelais. Voilà, il est Rochelais comme un Italien qui s'installe en France, qui s'intègre. Eh bien, il devient français. Et mes arrière-grands-parents, quand ils sont venus à La Rochelle, quand ils ont demandé à devenir français, même s'ils venaient d'ailleurs, ils sont devenus français et Rochelais. Donc moi, il n'y a pas les vrais et les faux Rochelais. Et voici le fameux centre commercial que vous évoquiez. Donc c'est là où j'allais, voilà, c'est exactement là. C'est ici que j'allais acheter le journal, en l'occurrence Libération pour mon père. Et un petit peu plus loin, il y avait une boulangerie qui n'existe plus, où j'allais acheter le pain. Et je faisais demi-tour et je retournais chez moi, au Lincoln. Olivier, dans cette nouvelle étape, vous nous amenez au stade Marcel de Flandre. Qu'est-ce qui vous évoque, ce stade ? Alors ça évoque mes premières émotions sportives, puisque mon grand-père, Gino, m'a amené ici dans ce stade, alors qui a été métamorphosé. Là, vous voyez un stade qui est flambant neuf. Mais lorsque nous venions donc dans la tribune qui était à cet emplacement, mais qui ne ressemblait pas du tout à celle-là, qu'on appelait la tribune des dockers, alors qui était une tribune tout à plat, avec des tôles ondulées en guise de toit, donc qui faisait une chaleur à crever les jours de grande chaleur. Très froid les jours d'hiver, mais il y avait une ambiance d'enfer. Comme son nom l'indiquait, il y avait pas mal de dockers de la Palisse qui venaient, et autant vous dire qu'il y avait une ambiance assez chaude. Donc j'ai appris un certain nombre de mots que je n'avais pas intégrés dans mon vocabulaire à l'âge de 5-6 ans, si vous voyez ce que je veux dire. Mon grand-père appréciait pas toujours, parce que lui c'était l'instit, un peu carré, etc. Mais il m'a amené au stade, parce que voilà, c'était sa passion du sport, même si lui était basketteur, un grand basketteur. Mais c'est vrai que il était passionné de rugby, et je le suis devenu grâce à lui. Quelle est votre vision du stade Rochelais ? Qu'est-ce que vous en pensez de son évolution, de l'arrivée du professionnalisme ? Vous savez, c'est à l'image un peu de ce que nous faisons depuis le début de ce reportage. C'est que il y a à la fois l'histoire de La Rochelle, son âme, et qu'il ne faut surtout pas perdre. Et c'est un peu le sens aussi de ma campagne. Être fidèle à l'âme de cette ville. Donc ici, on a un stade qui a une vie, une longue vie. Marcel de Flandre, d'ailleurs, c'est un nom qui compte à La Rochelle. Un grand résistant qui est mort pour notre liberté durant l'occupation. Et puis, c'est un stade qui a apporté des joueurs et des joueurs. Et d'ailleurs, le président du Stade Rochelais aujourd'hui rappelle une formule de Nono Elissalde, qui était une des grandes figures et dont son fils tient un bar juste à côté. Nono Elissalde disait « Le club avant l'équipe avant le joueur ». Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai, le Stade Rochelais est un club professionnel dans le top 14 avec
Voilà, beaucoup d'argent, des sponsors. Voilà, c'est plus le Stade Rochelet que j'allais voir à 6 ou 7 ans, c'est clair. Mais là aussi, voilà, la vie a évolué. Et puis, je vais pas être de ceux qui se plaignent d'avoir un club de haut niveau et d'avoir des matchs formidables sur la pelouse de Defland. Simplement, ce que j'espère, c'est que le Stade Rochelet continue à avoir cette politique de formation des jeunes. Parce que le rugby, comme le sport en général, c'est pas que le haut niveau, c'est aussi la volonté de transmettre des valeurs. Et vraiment, s'il y a quelque chose que mon grand-père m'a transmis fortement, c'est la dimension des valeurs du sport, et notamment du respect des règles, du respect de l'arbitre. Vous savez, mon grand-père était un grand joueur, mais il avait une qualité majeure, c'est que sur le terrain, il ne contestait jamais l'arbitrage. Alors, je l'ai jamais vu jouer au basket, j'étais pas né, mais ce qui revenait, enfin dans tous les commentaires que j'ai eu sur sa vie sportive, il restait de marbre, et même quand l'équipe se faisait avoir ou que l'arbitre faisait des erreurs, il ne bougeait pas un sourcil, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs de toute l'équipe de Rupella à l'époque. Mais donc voilà, c'était quelqu'un de, pour le coup, d'italien et flegmatique. Et donc voilà, il m'a transmis l'idée du respect de l'adversaire, du respect de l'arbitre, et surtout du respect des règles. Aujourd'hui, qui se cache dans Olivier Falorni et toute sa famille? Vous avez des enfants, vous êtes mariés, vous pouvez nous raconter ce côté intimiste, parce que on vous voit régulièrement, mais finalement on ne sait pas de qui votre entourage est-il composé. Oui, mais ça c'est un souhait de ma part. C'est un souhait de ma part avec ma compagne, avec les 2 enfants que nous avons à la maison. Je suis heureux de vous parler de mon histoire, mais j'ai pas envie de les exposer et de les faire souffrir, parce que la politique, notamment en période de campagne, c'est violent. Moi, j'ai choisi de faire de la politique, donc je sais à quoi je m'expose. Voilà, j'ai une carapace qui s'est forgée, même si derrière, salut Gwen, même si derrière la carapace, il y a forcément un cœur qui bat, mais je veux pas exposer ma femme et les enfants, donc c'est volontairement que je ne parle pas de ma vie privée. Mais il porte votre nom? Ou vous êtes discret aussi là-dessus? Je suis discret. Pudique. Volontairement discret. Pudique, un peu? Forcément, vous savez, je sais ce que peut représenter de difficile l'exposition médiatique. Moi, je l'ai choisi. Donc parfois je la subis, mais je l'ai choisi. Ma femme, quand je l'ai rencontrée, elle savait que j'étais un homme public, mais j'ai pas envie de lui imposer quoi que ce soit. Donc elle m'accompagne quand elle le souhaite. Elle était là le soir du premier tour à l'Oratoire. Il fallait qu'on choisisse. On nous avait demandé, enfin moi qui suis habitué aux grandes soirées de résultats à l'Oratoire, bon, les circonstances avaient voulu qu'on ne pouvait être que 5. Et donc pour le coup, ce soir-là, elle m'a dit je viens avec les 2 enfants. Donc elle a été visible. Mais c'est un des rares moments où elle a envie vraiment de s'afficher. Et donc vraiment, moi, je sépare bien vie privée, vie publique, pour là et les protéger. Aujourd'hui, comment vous voyez toute cette com, ce déversoir que sont les réseaux sociaux? Ça vous fait mal parfois? Parce qu'il y a des commentaires, des critiques parfois acerbes. Moi, ce que je ne supporte pas, c'est l'anonymat. Voilà, je trouve l'anonymat d'une lâcheté, mais d'insulter les gens, quels qu'ils soient, que ce soit évidemment mes adversaires ou moi-même, insulter les gens, mais sous couvert d'anonymat, enfin voilà, et c'est vieux comme le monde, malheureusement, la France sous l'occupation, j'ai travaillé en tant qu'historien sur l'occupation, et j'ai vu les archives des commandants de tour, les milliers de lettres anonymes pour dénoncer. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un peu le même déversoir, la même haine, mais sous couvert d'anonymat. On peut s'exprimer. Les réseaux sociaux sont aussi un vecteur de démocratie.
mais à condition que ces positions soient assumées et signées. Voilà, moi j'accepte la critique, j'accepte la confrontation évidemment, mais à condition que ça soit signé. Et je n'accepte pas l'insulte. Dire le débat public peut éviter l'insulte. Mais alors ce qui est encore pire, c'est l'insulte derrière l'anonymat. Et ça, je trouve que c'est vraiment une dérive extrêmement préoccupante des réseaux sociaux. Vous avez quelqu'un qui surveille ça dans votre entourage, dans votre équipe de campagne en ce moment, parce qu'on est en pleine campagne des municipales, ou vous ne faites pas attention? Ah justement, non, j'ai pas envie moi-même de suivre ça, encore moins que ma femme suive ça, et même, j'allais dire, vous savez. La haine, il faut, la balayer d'un revers de main, parce que souvent la haine appelle la haine, et je veux surtout pas tomber dans ce travers-là. Donc on balaye, tout ce qui relève de ce niveau du caniveau, et on essaye d'élever le débat dans la mesure du possible. Alors voilà, personne n'est irréprochable, hein. Probablement qu'il y a des gens qui me soutiennent et qui, sous couvert d'anonymat, attaquent mes adversaires. Mais en tout cas, sachez que, en aucun cas, je valide ce type de comportement. Olivier, on se retrouve à Villeneuve-les-Salines, pourquoi ? Alors, vous l'avez vu, hein, moi je suis un enfant de Mireuil, mais j'aime beaucoup ce quartier de Villeneuve-les-Salines, et notamment parce qu'il y a une vraie tradition associative dans ce quartier. Il y a un collectif des associations qui existe depuis plus de 40 ans et qui organise chaque année, et malheureusement cette année, au moment où on parle, cette fête devrait avoir lieu, qui organise chaque année la fête de la Saint-Jean. Et pour moi, la fête de la Saint-Jean, à Villeneuve-les-Salines, je vais vous dire, c'est la plus belle fête de La Rochelle. Pourquoi ? Parce que c'est une fête qui est organisée par toutes les associations de Villeneuve-les-Salines, avec, toutes les origines qui se mélangent, qui se retrouvent. Il y a des cuisines du monde, de tout pays, et ce qui pour moi est très fort dans cette fête, c'est qu'il y a des gens qui viennent de l'Alleu, qui viennent de la Jeunette, qui viennent de Fétilly, ici à Villeneuve, pour passer un super moment. Alors tous les ans, le feu de la Saint-Jean a lieu dans ce petit îlot au milieu du lac, et la fête a lieu dans ce grand pré. Et vraiment, c'est pour moi finalement un peu ce que je voudrais que soit La Rochelle. Ce que je déplore depuis des années, c'est que La Rochelle devient une sorte d'archipel social, où vous avez de plus en plus un assemblage de quartiers qui ne se parlent plus, qui ne se comprennent plus, et moi je veux que La Rochelle redevienne une communauté de destin. Et quelque part, la fête de la Saint-Jean, c'est de permettre que les gens se retrouvent au-delà de leurs origines, et surtout au-delà de leur classe sociale. Voilà, il y a à la fête de la Saint-Jean, il y a des riches, il y a des pauvres, et on se retrouve dans la bonne humeur. Et là, tous les maux de notre société, on parle beaucoup de racisme en ce moment, eh bien, alors vous allez me dire, ça n'efface pas la réalité de tous les jours, et Villeneuve connaît, comme d'autres quartiers, des difficultés, mais la fête de la Saint-Jean incarne pour moi ce qu'est la solidarité, le vivre ensemble, et ce sont des moments importants, même s'ils ne durent peut-être qu'une soirée. C'est quoi votre vision des quartiers, ceux que l'on stigmatise tant ? Eh ben, ma vision de Villeneuve-les-Salines, de Mireuil, de Portneuf, et puis de tous les quartiers, parce que moi les quartiers, c'est tous les quartiers de La Rochelle. La Jeunette est un quartier. Les quartiers de La Rochelle, ils recèlent beaucoup de talent. Voilà. Et je crois que s'il y a une ambition à avoir en permanence, c'est de faire émerger
les jeunes talents du quartier de Villeneuve-les-Salines, comme d'ailleurs, parce que ils sont là, ces talents. Vous savez, moi, mon éducation, elle est basée sur le principe de la méritocratie et de faire en sorte de penser et d'avoir la conviction que rien n'est jamais perdu, à condition de s'en donner les moyens. Mais c'est le rôle aussi de l'État, des pouvoirs publics, de l'éducation nationale, de faire en sorte que ceux qui démarrent dans la vie avec plus de difficultés, parce qu'ils n'ont pas eu la chance de naître dans une famille leur permettant d'accéder à l'éducation, puissent gravir les échelons. Et c'est ça, mettre en valeur les talents. C'est finalement tendre la main, donner un coup de pouce, tout en disant très clairement eh bien que pour cela, il faut travailler. Voilà, il faut travailler, il faut se battre. Et je crois qu'il y a beaucoup de jeunes dans ces quartiers qui ont du talent sur le plan sportif, sur le plan culturel et surtout sur le plan intellectuel. Moi, je veux pas que finalement, on résume les talents ici du quartier uniquement à des basketteurs ou à des rappeurs. C'est très bien, ça incarne aussi un modèle évidemment pour les jeunes. Mais il y a surtout des gens dans ces quartiers qui seront les entrepreneurs de demain, qui seront les intellectuels de demain, qui seront finalement ce qu'il y a de plus élevé dans ce que peut représenter notre ville et notre pays, c'est-à-dire notre matière grise. Et ici, il y a beaucoup de matière grise, simplement, il faut lui donner les moyens de pouvoir s'exprimer. Vous parliez de matière grise, vos opposants sur ce scrutin des municipales disent que on vous considère comme un animal politique d'un regard extérieur. Comment vous pensez qu'ils vous observent ? Alors, j'aime beaucoup les animaux et j'aime beaucoup la politique. Voilà, mais je suis un être humain. Et aujourd'hui, vous pensez que vous êtes, pas quelqu'un de surdoué, mais quelqu'un d'intellectuellement, 47 ans, déjà député, prof d'histoire. Comment vous pourriez vous qualifier ? Est-ce que vous parfois dans la sphère privée, vous le faites ? Vous dites tiens, parfois je suis bête, ou au contraire Alors, vous savez, je suis vraiment le plus mal placé pour y répondre. J'ai lu une interview de Monsieur Fontaine hier, et il disait les Rochelais vont avoir à choisir entre un doux rêveur, un garçon agressif et un type bien. Je ne sais pas qui est le type bien des trois personnes. Peut-être faisait-il référence à moi, je ne sais pas. Aujourd'hui, Olivier Falorni, on posera la question à Jean-François Fontaine. Oui, je suis curieux de savoir. Oui. Aujourd'hui, comment vous estimez votre parcours ? On a vu que vos opposants critiquaient le fait que vous n'étiez comme politique, que vous n'aviez pas de profession. Écoutez, c'est pas de chance. Enfin, vraiment, moi, je me suis battu pour être enseignant. J'ai passé les concours. J'ai été professeur dans un lycée juste à côté d'ici, au lycée d'Oriol, pendant près de 10 ans. J'avais les élèves qui venaient de ces immeubles à qui j'ai essayé de faire passer d'abord une conviction, c'est qu'ils avaient du talent, qu'ils devaient avoir confiance en eux et qu'ils avaient tout l'avenir pour eux. Voilà, moi j'ai travaillé tous les jours dans des classes, face aux élèves, face à la réalité sociale. Moi, je suis pas quelqu'un qui est sorti de la cuisse de Jupiter, comme on dit. Hein. Moi, j'ai travaillé pour être professeur. J'ai enseigné. Donc franchement, j'ai pas de leçons à recevoir de qui que ce soit dans ce domaine. Après, beaucoup de gens se posent la question de savoir, vous avez été ami ou il y a eu des liens avec Jean-François Fontaine, mais pourquoi vous ne pouviez pas attendre 6 ans de plus pour être candidat au municipal ? Pourquoi c'est maintenant ? Qu'est-ce qui fait que ça a été le déclic chez vous ? Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, il faut que j'y aille parce que ce qui se fait aujourd'hui, c'est pas top ? D'abord, il y a jamais eu de relation d'amitié entre nous. Nous avons été des alliés politiques. En 2012, il m'a soutenu dans mon combat contre Ségolène Royal.
J'allais dire, le contraire aurait été étonnant puisque Ségolène Royal l'avait viré du conseil régional. Et je l'ai soutenu en 2014. Je pensais que c'était, compte tenu de l'offre politique de 2014, le meilleur candidat possible. Voilà, donc j'ai été déçu par le maire qu'il a été, parce que finalement il a eu un exercice solitaire du pouvoir. C'est bien dommageable. Pendant 6 ans, ma permanence a été un peu quelque part le bureau des pleurs et le bureau des plaintes de beaucoup de Rochelais qui n'arrivaient pas à voir le maire ou à avoir des réponses. Voilà, moi je suis Rochelais. Vous savez, je suis pas à la recherche d'un mandat. Hein. Voilà, moi je suis député. J'ai été élu à 69% en 2017. Donc je suis pas à la recherche d'un poste. J'aurais pu continuer à être député et siéger à l'Assemblée nationale. Simplement, à un moment, quand vous avez des Rochelais qui vous disent ça peut pas continuer comme ça, prenez vos responsabilités. Eh bien, voilà, mon éducation aussi, c'est de prendre mes responsabilités. Alors, c'est pas facile. Ça évidemment donne lieu à des joutes politiques. Mais voilà, moi, j'ai fait un choix en conscience parce que je pensais que il fallait porter le renouveau pour La Rochelle et qu'on ne peut pas continuer 6 ans de plus comme ça à avoir une ville gérée par un homme qui pense avoir finalement la science infuse. Voilà, le temps des grands seigneurs est terminé et je pense que ça n'est pas un crime de lèse-majesté que de se présenter à une élection. Olivier Falorni, aujourd'hui, la donne paraît claire, vous serez 3 sur la ligne de départ du second tour. Il s'est passé des choses étonnantes dans cette campagne, très étonnantes. Le candidat Jean-François Fountaine a demandé à ce que le parti présidentiel lui retire son soutien. On pensait que les Verts, les écologistes allaient rejoindre Jean-François Fountaine. Finalement, il n'en sera rien. Et Bruno Léal vous apporte son soutien. Bruno Léal qui était le candidat de la droite et du centre. Tout ça est très étonnant. Quel scénario? Quelle histoire? Alors, à mon sens, il n'y a qu'une chose d'étonnante. Que messieurs Soubest et Fountaine n'aient pas fusionné, honnêtement, ça ne me surprend pas sur le fond. Parce que comment voulez-vous que des écologistes qui, pendant toute une campagne, ont proclamé, 1, leur souci d'autonomie, et 2, leur volonté de faire de La Rochelle une ville écologiste, ne pouvaient pas s'allier avec un marcheur bétonneur? Tiens, monsieur Fountaine, c'est un jardinier qui se prétend bétonneur. Il est aussi écologiste que moi, je suis danseur étoile à l'Opéra de Paris. Hein, voyez. Ou alors vous l'avez bien dissimulé. Enfin voilà, monsieur Fountaine écologiste, là je dois avouer que il y a un truc qui colle pas. Donc l'alliance entre des écologistes et monsieur Fountaine aurait été un non-sens. Donc j'ai pas été surpris de cette décision parce qu'elle était logique. Que monsieur Léal me soutienne à titre personnel. Là aussi, je dirais que en soi, c'est pas une surprise compte tenu de l'offre politique du deuxième tour. Il a souhaité s'exprimer. Comment voulez-vous que Bruno Léal, qui a été l'opposant le plus farouche à monsieur Fountaine pendant 6 ans, soit amené à le soutenir? Là aussi, ça aurait été totalement incohérent. Il a eu des mots aimables à mon égard. Je l'en remercie. Il a dit qu'il faisait prévaloir l'intérêt général de la ville avant tout. Il a souligné des convergences que nous avions, notamment sur le refus de la bétonisation et de la surdensification de certains de nos quartiers. Mais voilà, nous avons des divergences. Et puis moi, voilà, je garde mon projet, je garde mon équipe, je garde mes convictions. Il s'agit d'un soutien, pas d'une fusion. Ce qui est étonnant, et c'est ce qui m'a vraiment surpris finalement, c'est le reniement de monsieur Fountaine. Parce que vous disiez que j'étais un animal politique. Bon, voilà, on dira que je suis un homme politique. Je dois avouer que de voir un candidat qui a demandé, parce que quand il dit l'inverse, il ne dit pas la réalité, après avoir demandé le soutien de La République En Marche, qui lui a été donné en décembre, et 6 mois après, il dit qu'il n'a rien demandé et que finalement, c'était une erreur. Vraiment, faut pas prendre les Rochelais pour des imbéciles. Mais un candidat qui demande, après l'avoir obtenu, que l'on retire son soutien,
là, je dois avouer qu'on est dans le reniement le plus total. Et un reniement pour essayer d'obtenir une fusion qu'il a échoué à obtenir. Voilà. Donc là, je trouve que, en l'occurrence, c'est une forme de discrédit qui m'étonne de la part de M. Fontaine, qui est quelqu'un d'intelligent, mais qui, en l'occurrence, parce qu'il a peur de perdre, est prêt à renier eh bien, le soutien du parti qu'il avait sollicité. Et j'ai vu dans Sud-Ouest cet article qui dit que vous pavoisez dans votre coin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors d'abord, je ne pavoise pas, et puis je ne reste pas dans mon coin. Vous voyez, je suis à La Rochelle. Voilà, je vis dans cette ville, donc je ne suis ni dans mon coin, ni à pavoiser. Très sincèrement, je vais pas vous raconter d'histoire. Quand j'ai appris que les écologistes décidaient de faire leur liste, j'ai pas pavoisé, j'ai souri. Mais je suis pas du genre à pavoiser. Vous savez, même si je devais, comme je l'espère, être élu le 28 juin au soir, je ne pavoiserai pas plus. Parce que je sais qu'on aura de lourdes responsabilités à occuper et à exercer dès le lendemain matin. Donc voilà, je suis pas trop du genre à pavoiser, donc je pense que le verbe n'était pas forcément le plus adéquat. Vous vous attendez à une tâche compliquée si vous êtes élu ? Oui, forcément. C'est compliqué d'être maire. C'est compliqué d'être maire tout court. Et c'est compliqué aujourd'hui d'exercer des responsabilités quelles qu'elles soient. Et puis, il y a beaucoup de choses à faire. Comme je vous l'ai dit, cette ville est devenue, à mon sens, un archipel social. Et quand vous avez comme ça une forme de segmentation d'une ville qui s'opère, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus difficile de recoller les morceaux. Donc il y a un vrai travail d'orfèvre, j'allais dire, à mener. C'est de la dentelle. Il faut recoudre des morceaux qui se sont un peu distendus. Et tout cela, ça n'est pas simple parce que ça n'est pas du tissu. On était à la filature en début de reportage. Là, on touche la pâte humaine. C'est ça qui est passionnant dans la politique, mais c'est ça aussi qui est difficile. C'est difficile, mais c'est stimulant et c'est enthousiasmant. Olivier Falorni, on se retrouve devant un des monuments de la ville de La Rochelle. Pourquoi ? Alors c'est la tour de la Lanterne, autrement baptisée la tour des 4 sergents, mais qui pour moi a un sens particulier. D'abord parce que évidemment c'est un lieu de notre patrimoine historique, mais c'est surtout, alors là plus à titre personnel, un lieu que moi je n'ai pas connu mais dont j'ai à la maison pas mal de photos. Sur le parking ici, il y avait un terrain de basket. Il y avait un terrain de basket en terre battue. Il y avait des spectateurs assis tout le long du mur. D'ailleurs, en termes de sécurité, à l'époque, on était beaucoup moins regardants. Et sur ce terrain de basket en terre battue, vous aviez l'équipe de Rupella. L'équipe de Rupella, dont le capitaine était mon grand-père, Gino. Mais cette équipe de Rupella, qui jouait là contre des grandes équipes comme le Racing, était en première division nationale. C'était, j'allais dire, le top 14 du basket de l'époque. Eh bien, les Rochelais, ils jouaient là, au pied de la tour de la Lanterne. Et ils avaient un gros avantage. C'est que, comme c'était le haut niveau du basket, c'était le seul club à jouer à l'extérieur. Vous voyez le petit vent là qu'il y a. Je peux vous dire que quand les équipes venaient jouer ici et que le vent tournoyait sur cette place, il y a beaucoup d'équipes qui étaient très déstabilisées. Et je sais que Rupella a gagné certains matchs parce que vraiment le vent tournoyait tellement que les adversaires avaient beaucoup de mal à mettre les lancers francs. La ville de La Rochelle est une ville sportive ? Oui, c'est une ville sportive. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui du rugby, mais il y a une tradition du basket. Il y a évidemment le football qui a une place aussi importante. Il y a évidemment tout ce qui est lié au nautisme et aux activités de la mer. Et il y a surtout, je crois,
un esprit de compétition qui est important dans cette ville. Et moi, j'espère vraiment que le sport sera plus que jamais une des valeurs fortes de La Rochelle. Parce que c'est plus que l'esprit de compétition, c'est finalement l'esprit de respect, comme je l'évoquais tout à l'heure, l'esprit de respect des autres. Et en cela, le sport est une belle philosophie. Vous parlez de respect des autres quand on va au marché notamment ou en ville. Régulièrement, on nous dit « Ah, mais ils ne se font aucun cadeau, ces candidats au municipal ». Ils sont un peu violents entre eux. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, de la façon dont cette campagne des municipales est menée, que ce soit par Soubest, par Fountaine? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Alors, vous savez, une campagne électorale, c'est toujours le moment d'exprimer des différences, de présenter nos projets respectifs. Bon, honnêtement, vous savez, moi j'ai connu des campagnes électorales beaucoup plus dures. 2012, je peux vous dire que c'était plutôt violent. Voilà, bon, une campagne électorale, c'est toujours un moment de confrontation démocratique. Voilà, je souhaite que, évidemment, on reste dans les limites du respect, tout en se disant les choses et tout en disant ce que l'on pense réellement. Parce que je crois que les Rochelais, comme les citoyens, de façon générale, attendent un discours de sincérité. Voilà, moi, j'ai pas la vérité révélée, et si je suis maire demain, je ferai des erreurs. Simplement, je crois que le rôle d'un homme public, c'est de faire de son mieux, de faire selon ses convictions et de reconnaître quand on s'est trompé. Si vous n'étiez pas élu maire le soir du 28 juin, vous envisageriez d'être candidat 6 ans plus tard ? Je ne me mets pas dans cette hypothèse. Vous savez, on parle depuis un petit moment de l'esprit du sport. Voilà, moi je suis un compétiteur. Donc, est-ce que vous imaginez un compétiteur qui se met dans l'état d'esprit du perdant? Non. Voilà. Donc, pour peut-être conclure cet échange, j'ai beaucoup parlé de mon grand-père. Il m'a appris quelque chose. C'est quand on mène un engagement, quand on mène un combat, on le mène pour gagner. Et si on le perd, eh bien, on respecte celui qui vous a battu. Mais pour autant, j'ai bien l'intention de gagner. Histoire que les Rochelais vous connaissent davantage, Olivier Falorni, 3 mots pour vous caractériser. J'en suis totalement incapable. Totalement incapable. Je suis le plus mauvais juge de moi-même. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps. La possibilité vous est donnée de retrouver la vidéo, le replay de cette interview d'Olivier Falorni sur le site naradio.fr ou tout simplement sur notre page Facebook. À bientôt.